Les guerres du XXIe siècle auront l'eau pour enjeu, a déclaré le vice-président de la Banque mondiale en 1995, Ismail Sirajdin. Aujourd'hui, 97,5% de l'eau sur Terre est salée, et elle remplit les mers, les océans, et sculpte les continents, mais voilà le paradoxe. Nous vivons sur une planète bleue, et pourtant, plus de 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à une eau potable sécurisée. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il n'y a presque pas d'eau douce, à peine 2,5% du total, et plus des 2/3 sont prisonniers dans les glaciers et les neiges éternelles. En réalité, moins de 1% de toute l'eau terrestre est accessible, renouvelable et douce. Et comme souvent dans l'histoire humaine, c'est au moment où une ressource devient rare qu'elle devient précieuse. On parle alors d'or bleu. Et comme pour l'or noir qui était le pétrole, ceux qui possèdent l'eau possèdent une forme de pouvoir. Mais alors, puisqu'on est entouré d'eau salée, pourquoi ne pas tout simplement dessaler la mer, la boire, l'utiliser pour cultiver, pour bâtir des villes au cœur des déserts? Pourquoi ne pas transformer cet immense océan, 1,5 milliard de kilomètres cubes d'eau, en source de vie illimitée? C'est exactement le rêve du dessalement. Un rêve qui aujourd'hui prend forme à grande échelle dans les pays comme Israël, Arabie Saoudite, Australie, Espagne, États-Unis et tout récemment le Maroc. Mais un rêve a toujours un prix, et parfois ce prix est écologique, énergétique ou politique. Alors dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans le monde fascinant, complexe et trop souvent mal compris du dessalement de l'eau de mer. On va voir comment ça fonctionne, quels sont les pays qui parient dessus, pourquoi certains y voient la solution d'avenir et d'autres un mirage technologique. Et surtout, on va se poser la question cruciale. Le dessalement est-il vraiment une bonne idée pour le Maroc ou est-ce une fuite en avant maquillée en modernité? Accrochez-vous. On part pour une plongée dans les profondeurs du système hydrique mondial. Et vous allez voir, ce n'est pas qu'une affaire d'eau, c'est une affaire de civilisation. Quand on pense au dessalement de l'eau de mer, on imagine des usines futuristes, des tuyaux, des membranes high-tech, un monde de science dure, de puissance énergétique de milliards de dollars. Mais cette idée, transformer l'eau salée en eau douce, est aussi vieille que les civilisations elles-mêmes. Dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Perses, les Grecs connaissent déjà un principe simple mais puissant. Si tu chauffes de l'eau de mer, la vapeur qui s'élève est pure, elle est douce. Il suffit de la condenser. C'est le principe de la distillation solaire. On mettait de l'eau dans des récipients sombres, couverts de verre ou de tissu, laissés au soleil. L'évaporation se faisait lentement, naturellement, puis la vapeur se condensait en fines gouttelettes récupérées précieusement. Dans les navires grecs ou romains, des marins emportaient parfois de petits dispositifs pour obtenir un peu d'eau douce à partir de l'eau de mer en cas de tempête prolongée. On parlait alors de survie. Puis, le temps passe. Le monde change, mais la contrainte reste la même. Comment vivre là où il n'y a pas d'eau? Il faut attendre le XXe siècle, et surtout l'après-guerre, pour voir apparaître le dessalement industriel. Et ce n'est pas un hasard. Ce sont les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, qui vont littéralement acheter de l'eau avec leur pétrole. Grâce à leur importante réserve de pétrole, ils ont pu investir massivement dans le développement d'infrastructures de dessalement pour assurer leur approvisionnement en eau. Le premier boom du dessalement commence dans les années 50 et 60. Les usines sont gigantesques, elles fonctionnent par distillation thermique. On chauffe des millions de litres d'eau de mer pour les transformer en vapeur. Mais ça coûte une fortune, en énergie, en infrastructure, en entretien. À partir des années 70, on change de paradigme. On découvre une technique révolutionnaire, l'osmose inverse. L'idée est élégante. Au lieu de faire bouillir l'eau, on la pousse à travers une membrane semi-perméable. Les molécules d'eau passent, le sel reste. C'est comme filtrer la mer avec un tamis moléculaire. Cette technologie va exploser dans les années 90 et 2000 grâce aux avancées en chimie des matériaux. On miniaturise, on optimise, on industrialise. Et surtout, on réduit drastiquement les coûts. Le résultat ? Le dessalement n'est pas réservé aux seuls États pétroliers. Aujourd'hui, il se diffuse partout sur la planète. Aujourd'hui, le dessalement de l'eau de mer s'est répandu aux 4 coins du globe, porté par l'urgence hydrique et l'essor technologique. Le pays qui illustre peut-être le mieux cette transition, c'est Israël. Depuis le début des années 2000, l'État hébreu investit massivement dans les techniques d'osmose inverse. Résultat, près de 80% de l'eau potable consommée par les Israéliens provient désormais du dessalement.
Ce choix technologique lui a permis non seulement de répondre à ses besoins en eau, mais aussi de reverdir progressivement certaines zones arides du désert de Neguev, une prouesse qui tient autour de la stratégie hydrique de la géopolitique. De son côté, l'Espagne s'est imposée comme un pionnier européen du dessalement, notamment dans des régions du sud, l'Andalousie et dans les îles Canaries, où les sécheresses sont de plus en plus longues et fréquentes. Là-bas, l'eau de mer n'est plus seulement une ressource en attente d'exploitation, elle est devenue une véritable assurance hydrique. En Australie, c'est la catastrophe qui a éveillé les consciences. Au début des années 2000, la Big Dry, l'une des pires sécheresses de l'histoire du pays, a vidé les barrages et mis les villes côtières sous tension. En réponse, plusieurs grandes agglomérations comme Perth ont construit des usines de dessalement à grande échelle. Certaines d'entre elles fonctionnent aujourd'hui, en partie grâce à des énergies renouvelables, notamment l'éolien, pour limiter leur impact environnemental. Les États-Unis n'ont pas été épargnés par la crise hydrique. En Californie, où la sécheresse est désormais chronique, des villes comme San Diego ou Santa Barbara ont investi dans le dessalement comme une stratégie de long terme pour sécuriser leur approvisionnement en eau. La ressource est là, à quelques kilomètres des côtes, mais son accès reste coûteux, contesté et énergivore. Enfin, il serait impossible de parler du paysage mondial du dessalement sans évoquer la Chine. En pleine explosion démographique, urbaine et industrielle, le pays multiplie les projets de dessalement, surtout dans ses provinces côtières. L'objectif est clair, répondre à la demande croissante des mégalopoles tout en réduisant la pression sur les ressources hydriques continentales, déjà fortement sollicitées. Et enfin, le Maroc. Depuis quelques années, le royaume se tourne résolument vers cette technologie. Les villes d'Agadir, Laayoune, Dakhla, Hoceima et bientôt Casablanca sont concernées. L'objectif annoncé, produire 1,7 milliard de mètres cubes d'eau dessalée par an à l'horizon 2030. L'une des premières techniques modernes de dessalement est ce qu'on appelle la distillation multi-effet, ou MED. Le principe est ancestral, mais ici poussé à une échelle industrielle. On fait bouillir l'eau de mer dans une série de chambres à pression décroissante. À chaque étape, chaque effet, l'eau s'évapore et cette vapeur est récupérée, condensée et transformée en eau douce. L'idée est de réutiliser la chaleur de la vapeur précédente pour chauffer l'étape suivante, afin de limiter les pertes énergétiques. Mais malgré ces astuces, le procédé reste extrêmement énergivore. Il faut littéralement brûler des combustibles ou consommer une quantité colossale d'électricité pour transformer l'eau salée en vapeur. Ce procédé est surtout utilisé dans les pays producteurs de pétrole, comme l'Arabie Saoudite ou le Koweït, où l'énergie fossile est bon marché. Aujourd'hui, la méthode de loin la plus répandue est l'osmose inverse. Pour comprendre, faisons un détour par la biologie. Dans nos cellules, l'eau circule à travers des membranes semi-perméables. Ces membranes laissent passer certaines molécules, mais bloquent les autres. C'est le phénomène d'osmose. L'eau migre naturellement du milieu le moins concentré en soluté vers le plus concentré, en équilibre. Mais en dessalement, on veut faire l'inverse de ce que la nature fait spontanément. On veut forcer l'eau salée à traverser une membrane en laissant le sel derrière elle. Pour cela, on applique une pression énorme, de l'ordre de 60 à 80 bars, c'est environ 60 à 80 fois la pression atmosphérique. L'eau est poussée mécaniquement à travers une membrane semi-perméable, composée souvent de polyamide, enroulée en spirale, à l'intérieur de modules cylindriques. Les ions Na+, Cl-, les bactéries, les métaux sont retenus. Seules les molécules d'eau passent. Ce processus est très efficace, beaucoup moins énergivore que la distillation et surtout plus adaptable. Il peut fonctionner à plus petite échelle, dans des stations mobiles ou à très grande échelle pour des villes entières. D'autres approches, souvent expérimentales ou complémentaires, sont en train d'émerger. Il y a d'abord l'électrodialyse. Cette méthode repose sur le fait que les sels dissous dans l'eau sont des ions, c'est-à-dire des particules chargées électriquement. On applique un champ électrique à travers des membranes sélectives, on peut séparer les ions positifs des ions négatifs et ainsi extraire les sels de l'eau. Cette méthode est surtout efficace pour des eaux légèrement salées, comme les eaux saumâtres, mais encore trop coûteuses pour l'eau de mer. Ensuite viennent les nanotechnologies. On développe aujourd'hui les membranes à base de graphène, une forme de carbone ultra fine, dont les pores sont de l'ordre du nanomètre. Ces matériaux pourraient théoriquement filtrer l'eau avec une efficacité énergétique bien supérieure, mais ils sont encore en phase de recherche. Et il y a surtout la voie de la bioinspiration.
Observez comment les racines des plantes halophiles ou les glandes de sel des oiseaux marins parviennent à extraire le sel de leur environnement. Cela a conduit à l'étude des membranes biomimétiques imitant les aquaporines, des protéines présentes dans nos cellules capables de laisser passer uniquement les molécules d'eau. Mais quelle que soit la méthode, le dessalement industriel n'est pas sans limite technique. La première, c'est le bioencrassement. Des micro-organismes, des algues, des bactéries viennent encrasser les membranes, réduire leur efficacité, bloquer les circuits. Il va falloir nettoyer, désinfecter, soit avec des produits chimiques. Ensuite, il y a la corrosion. Le mer est extrêmement agressive. Les conduits, les pompes, les turbines, tout s'use, se dégrade. Les matériaux doivent être hautement résistants, ce qui augmente les coûts. Et enfin, l'entretien de ces systèmes est complexe, surtout dans les zones isolées. Ce n'est pas une technologie qu'on lance et qu'on oublie, c'est une machine vivante qu'il faut entretenir en permanence. Aujourd'hui, plus de 190 pays dans le monde possèdent au moins une installation de dessalement. Mais dans cette carte mondiale, certains noms s'imposent, comme les laboratoires vivants, où le dessalement n'est plus un simple outil mais un pilier stratégique, commençant par Israël. Là-bas, l'eau a toujours été un enjeu de survie. Dès les années 60, le pays a compris que sa croissance ne pourrait s'appuyer ni sur des fleuves abondants, ni sur des nappes généreuses. Alors, au lieu de se battre pour le Jourdain, Israël a investi dans l'intelligence hydraulique. Dans les années 2000, un tournant majeur s'opère. L'État lance un vaste plan de construction d'usines de dessalement par osmose inverse, en partenariat avec des entreprises privées comme IDE Technologies. Aujourd'hui, près de 80% de l'eau potable consommée dans le pays provient du dessalement. Les stations de Sorek, Ashkelon, Palmachim sont devenues des modèles mondiaux. Mais le plus impressionnant, c'est la manière dont cette stratégie a permis à Israël de reverdir le désert de Negev, d'irriguer des cultures jusqu'à-là impossibles et même d'exporter de l'eau à ses voisins. Une puissance hydrique née non pas d'une rivière, mais d'une technologie. En Arabie Saoudite, le contexte est radicalement différent, mais la dépendance à l'eau est tout aussi vitale. Le pays ne possède ni rivière permanente ni lac naturel. Son agriculture repose presque entièrement sur l'irrigation artificielle, tirée de nappes fossiles non renouvelables ou d'eau de mer dessalée. L'Arabie Saoudite est aujourd'hui le premier producteur mondial d'eau dessalée avec plus de 7 millions de mètres cubes par jour. Mais cette prouesse repose sur une réalité, l'abondance de pétrole, qui permet d'alimenter à bas coût les usines thermiques gigantesques. C'est le paradoxe du Golfe. On y brûle de l'énergie fossile pour fabriquer de l'eau douce, une solution puissante. À l'ouest de la Méditerranée, l'Espagne fait figure de pionnier en Europe. Avec ses régions arides du sud, comme l'Andalousie, ou les zones littorales intensément agricoles, et ses îles volcaniques des Canaries. L'Espagne a été confrontée très tôt à des pénuries d'eau structurelles. Le pays a donc massivement développé le dessalement des années 1980, notamment à travers l'entreprise publique Aqualia. Aujourd'hui, l'Espagne possède plus de 700 usines de dessalement et produit chaque jour plus de 5 millions de mètres cubes d'eau dessalée, destinée à la fois à la consommation domestique et à l'irrigation agricole, en particulier pour les cultures intensives de fruits et légumes exportés dans toute l'Europe. Mais ce modèle, bien qu'efficace, est aujourd'hui remis en question, sur le plan énergétique, mais aussi écologique, car la brine, la saumure ultra salée rejetée dans la mer, commence à poser problème dans les zones littorales sensibles. Et puis il y a la Californie. Les sécheresses à répétition, les incendies, l'évaporation des réserves ont fait de l'eau un sujet politique brûlant. Les villes de San Diego, Santa Barbara ou encore Carlsbad ont tout investi dans des usines de dessalement pour répondre à la baisse des ressources traditionnelles. Mais la Californie, contrairement à ses homologues du Golfe, est confrontée à une pression environnementale immense. Chaque projet de dessalement y est longuement débattu, contesté, parfois bloqué. Le défi américain, ce n'est pas la technologie, c'est l'acceptabilité sociale et l'équilibre entre urgence hydrique et respect des écosystèmes. Et enfin, il y a le Maroc. Depuis quelques années, le royaume s'engage résolument sur la voie du dessalement, dans un contexte de stress hydrique structurel et d'irrégularité climatique croissante. Les barrages se vident, les nappes s'épuisent et l'agriculture, qui consomme plus de 85% de l'eau douce disponible, est en tension constante. Alors, le Maroc se tourne vers la mer. À Agadir, une station de dessalement ultramoderne est déjà en service. Elle alimente en eau potable plus de 1 million d'habitants, tout en irriguant 15 000 hectares de cultures maraîchères grâce à un double réseau, eau urbaine et eau agricole. À Al-Hussima, Al-Ayoun, Perla, d'autres installations sont déjà opérationnelles ou en cours d'extension. Mais le projet le plus ambitieux est celui de Casablanca, une usine gigantesque de 548 000 mètres cubes par jour, prévue pour 2030, destinée à sécuriser l'approvisionnement de la plus grande agglomération du pays. Le Maroc vise à terme 1,7 milliard de mètres cubes
d'eau dessalée par an. Mais ce virage pose des questions fondamentales. Comment garantir que cette technologie reste accessible à tous? Et surtout, quelle énergie allons-nous brûler pour transformer la mer en robinet qui contrôlera l'eau? Les coûts ne se mesurent pas seulement en dirhams, en dollars ou en mètres cubes. Ils sont énergétiques, écologiques, économiques et sociaux. Dessaler un litre d'eau est un acte mécanique et thermodynamique qui demande de la pression, de la chaleur, de l'électricité. Une usine d'osmose inverse consomme en moyenne plus de 2 kWh par mètre cube d'eau produite. Et dans la majorité des cas, cette énergie vient encore des combustibles fossiles. On se retrouve donc avec un paradoxe. On brûle du gaz, du charbon, parfois du pétrole pour fabriquer de l'eau. De l'eau qui servira à irriguer, à boire, à laver, mais qui au passage aura contribué à augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Une forme d'eau douce qui accélère le changement climatique. Vient ensuite le coût environnemental, souvent ignoré, parfois dissimulé. Quand on dessale un litre d'eau de mer, il reste ce que l'on appelle la saumure, une eau très concentrée en sel, 1,5 à 2 fois plus salée que l'eau d'origine. Cette saumure est généralement rejetée en mer directement par des tuyaux immergés. Mais cette salinité excessive perturbe profondément les écosystèmes marins locaux. Il modifie la densité de l'eau, étouffe les organismes benthiques, tue les larves, altère les échanges chimiques. Et ce n'est pas tout. La saumure contient aussi souvent des traces de produits chimiques utilisés pour nettoyer les membranes, chlore, acide sulfurique, antiscalants, biocides. Autrement dit, à chaque litre d'eau douce produite, on rejette dans la mer un concentré toxique. Les effets cumulatifs sur la faune et la flore ne sont pas encore pleinement compris, mais les premières études sont préoccupantes. Et pourtant, aucune norme environnementale mondiale stricte n'encadre ces rejets. À cela s'ajoute le coût économique. Construire une usine de dessalement est un chantier titanesque. Les installations coûtent souvent plusieurs centaines de millions, voire des milliards d'euros. Et ce n'est que le début. Il faut ensuite importer les membranes, remplacer les pièces, entretenir les pompes, former le personnel. Une seule membrane d'osmose inverse, c'est quelques milliers d'euros, à changer tous les 5 ans environ. Et surtout, aucune de ces technologies n'est produite localement dans la majorité des pays du Sud. Le dessalement crée donc une nouvelle dépendance technologique, une forme d'importation perpétuelle, parfois au bénéfice d'un tout petit nombre d'acteurs industriels mondiaux. Mais peut-être le plus insidieux, c'est le coût social. Car une fois produite, à qui appartient cette eau dessalée? Dans de nombreux pays, le dessalement s'inscrit dans une logique de partenariat public-privé, où des entreprises privées construisent, exploitent et parfois facturent l'eau directement aux utilisateurs. Le Maroc est un carrefour hydrique, un pays entre deux mondes, océan et désert, Atlantique et Sahara, mémoire et futur technologique. Depuis quelques années, l'État marocain mise gros sur une stratégie, le dessalement de l'eau de mer. Les projets s'enchaînent avec des milliards de dirhams d'investissement, souvent en partenariat public-privé. L'objectif, sécuriser l'eau potable pour les villes et irriguer certaines zones agricoles. Les avantages sont clairs, séduisants, indéniables. Le dessalement offre une indépendance hydrique face à un climat de plus en plus imprévisible. Le Maroc, comme le reste du Maghreb, subit depuis 2 décennies une baisse critique des précipitations, une montée des températures et des sécheresses récurrentes. Dans ce contexte, l'eau de mer devient une assurance bleue, un robinet que l'on peut ouvrir même quand le ciel se ferme. Et ce n'est pas qu'une question de ville. Des projets comme la station de dessalement d'Agadir, opérationnelle depuis 2022, servent aussi à irriguer les cultures d'agrumes et d'avocats dans la région de Ch'touka. On ne parle plus seulement d'eau à boire, mais d'eau pour exporter des fruits pour générer des devises. C'est également une opportunité de revaloriser les zones côtières, de créer des emplois techniques, de moderniser l'infrastructure. Sur le papier, le dessalement est une solution technocratique élégante. En plus de tous les problèmes cités, se trouvent certains spécifiques au contexte marocain. Le Maroc ne développe pas encore ses propres membranes, ses propres pompes haute à pression, ni ses propres solutions de maintenance. Il dépend des brevets, des ingénieurs, des multinationales. Et cela reproduit une logique néolibérale, celle où la technologie est importée, vendue, sous-traitée, parfois sans transfert réel de souveraineté. Mais surtout, le grand problème, c'est l'absence de débat sur les alternatives. Pourquoi ne pas investir massivement dans la récupération des eaux usées, traitées, comme le fait déjà une partie de la zone de Marrakech pour arroser les golfs et les jardins? Pourquoi ne pas développer davantage le captage de brouillard dans les montagnes de l'Anti-Atlas, une technique ancestrale qui a déjà fait ses preuves, notamment à Sidi Ifni? Pourquoi ne pas généraliser la recharge artificielle des nappes phréatiques en redonnant à la Terre le rôle de réservoir naturel? Le risque, c'est que le dessalement devienne un réflexe technologique qui étouffe la créativité locale, l'agroécologie et les solutions low-tech.
Le dessalement de l'eau de mer est intelligent et nécessaire. Mais il y a des sagesses à ne pas oublier. Regardez le scarabée du désert de Namib. Ce petit insecte noir, aux élytres bosselés, il vit dans un des endroits les plus secs de la planète. Et pourtant il boit chaque matin. Comment ? Il oriente son corps vers le vent, condense l'humidité de l'air sur sa carapace et laisse l'eau ruisseler directement vers sa bouche. Zéro pompe, zéro membrane, une architecture de surface. Même chose pour les cactus et leurs épines recourbées, ou pour les plantes à racines profondes capables d'aller puiser l'eau à plusieurs dizaines de mètres sous terre, en déjouant la gravité et l'évaporation. La vie dans les milieux arides a inventé le génie hydrique sans raffinerie. Et cette intelligence-là inspire aujourd'hui les ingénieurs. On parle de membranes biomimétiques copiées sur les aquaporines, ces canaux protéiques que les cellules utilisent pour laisser passer l'eau, molécule par molécule, en filtrant le sel, les virus, les toxines. Ces membranes du futur sont encore en laboratoire, mais si elles tiennent leurs promesses, elles pourraient dessaler l'eau avec un coût énergétique dérisoire. Autre piste, le dessalement solaire passif, déjà utilisé dans certaines zones rurales en Inde ou en Afrique de l'Est. Pas de la haute pression, pas de turbine, juste des capteurs solaires, un peu de condensation et des matériaux simples. Certains prototypes faits en argile et en charbon actif arrivent à produire 5 à 10 litres par jour, assez pour un foyer. Et si le Maroc se met demain à imiter le scarabée? Alors, le dessalement, est-ce une solution d'avenir ou un pansement technologique sur une plaie ouverte par des décennies de mauvaise gestion? Le dessalement n'est ni le diable, ni le messie. C'est une technologie puissante, oui, mais comme toutes les technologies, elle pose une question essentielle: dans quel système de pensée l'utilise-t-on? Ce que nous appelons aujourd'hui manque d'eau est souvent un manque de conscience, un déficit de gouvernance, de justice, de responsabilité collective, une absence de vision à long terme. L'eau est un droit, pas une marchandise. Et si demain les plus riches peuvent s'acheter ou vendre de l'eau dessalée, qu'en sera-t-il des autres, des agriculteurs, des écosystèmes, des générations à venir? Le dessalement peut être une réponse, mais il ne doit pas devenir l'alibi pour continuer à polluer, à surexploiter, à urbaniser sans limite. Il ne doit pas nous détourner des solutions de terrain, la récupération des eaux pluviales, la réutilisation des eaux usées, la recharge des nappes, la permaculture hydrique. En vérité, la véritable révolution n'est pas technologique, elle est culturelle. Et commence dans nos assets, dans nos douches, dans nos choix de société. Elle passe par une conscience hydrique collective, par le bon sens écologique, par la justice environnementale. Et pour finir, parfois la vérité la plus brute ne vient pas d'un traité philosophique ou d'un rapport d'experts, mais d'un vieux numéro du magazine Picsou. Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors l'âme comprendra que l'argent ne se boit pas, ne se mange pas. Et peut-être qu'alors on réalisera que l'eau n'a pas de prix, parce qu'elle a une valeur infinie.